Passion et soupçon. Alors que l'on interdisait mes meetings à Chicago, Sacha subissait pareil harcèlement sur la côte Est. Ses conférences furent interrompues dans de nombreuses villes du Massachusetts, et à Union Square, la police dispersa par la force les manifestations de chômeurs qu'il présidait. J'étais inquiète pour Sacha, et lui demandai par télégramme si je devais revenir à New York. Le lendemain matin, je lus dans les journaux qu'une bombe avait explosé à Union Square, à la suite de quoi Alexandre Berkman avait été arrêté. J'oubliais nos différends. Sacha avait des ennuis, et je n'étais pas à ses côtés pour le soutenir et le réconforter. J'avais prévu de partir sur le champ pour New York, mais reçu entre-temps un télégramme de Sacha. Les autorités avaient tenté de l'impliquer dans l'affaire d'Union Square, mais, ayant échoué, elles l'avaient inculpé d'entre guillemets incitation à l'émeute, accusation qui avait dû être abandonnée à son tour pour faute de preuves. Une lettre suivit, dans laquelle il expliquait que je n'avais nulle raison de m'inquiéter. L'unique victime du tragique événement d'Union Square avait été un jeune camarade, Selling Silverstein. Ce garçon discret avait été mutilé par l'explosion, roué de coups puis martyrisé au siège de la police. Ses souffrances physiques et morales avaient fini par l'achever. La description que me fit Sacha des brutalités policières et du camarade qui avait manifesté jusqu'au bout tant de courage et de stoïcisme attisa ma haine de l'appareil d'État et de sa violence organisée. Je redoublai de détermination pour continuer mon action jusqu'à mon dernier souffle. Avant que je prenne la route pour la Californie, Ben me demanda s'il pouvait m'accompagner en tournée. Il avait suffisamment d'argent pour payer son voyage, m'assura-t-il. Il me seconderait, préparerait les meetings, vendrait les publications et ferait n'importe quoi d'autre pourvu qu'il soit près de moi. Je me réjouis de cette proposition. Pendant le long et épuisant périple à travers le pays, la compagnie d'un amant, d'un compagnon et du manager réunis en une seule personne serait merveilleuse. Pourtant, j'hésitais. Une fois mes propres frais déduits, mes conférences me laissaient qu'une petite marge bénéficiaire pour Mother Earth, en anglais dans le texte, insuffisante pour couvrir une charge supplémentaire, et je n'étais pas disposé à accepter la collaboration de Ben sans qu'il touche sa part des bénéfices. Mais ce n'était pas la seule raison. Mes camarades, qui m'avaient aidé loyalement, sinon efficacement, considéreraient inévitablement Ben comme un intrus. Non seulement il appartenait à un autre monde, mais il était impétueux et manquait parfois de tact. Des conflits surgiraient inévitablement, et j'avais déjà dû en affronter beaucoup trop. J'avais du mal à me décider, mais j'étais poussé par mon besoin impérieux de Ben et de ce que sa nature primitive pouvait m'apporter. Je me résolus à le garder avec moi et à laisser le reste se régler de lui-même. Dans le train qui filait à toute allure, j'étais assise auprès de Ben, son souffle chaud effleurant ma joue, et je l'écoutais réciter l'une de ses strophes préférées de Kipling. Je suis assis et regarde vers le large, jusqu'à ce qu'il semble ne rester que toi et moi. Toi et moi, ma maman aux yeux bleus, chuchota-t-il. Était-ce un nouveau chapitre qui s'ouvrait dans ma vie, me demandai-je. Qu'allait-il m'apporter? Une sensation de bien-être et de sécurité se répandait en moi. Voluptueusement, je fermai les yeux et me blottis contre mon amant. Cette force nouvelle et puissante, je savais qu'elle ne repartirait plus jamais. À San Francisco, mon ami Alexander Orr s'occupait des meetings. Comme ceux-ci n'avaient pas connu de perturbations jusque-là, je ne m'attendais pas à des ennuis et ne me faisais aucun souci. Cependant, j'avais compté sans l'ambition du chef de la police de San Francisco. Envieux peut-être des lauriers reçus par ses collègues de la côte Est, le commissaire Biggie paraissait résolu à s'attirer par gloire. Il vint en personne à la gare, accompagné d'une escorte de policiers et disposant d'une grande automobile. Tous s'y entassèrent et se lancèrent à la poursuite du taxi qui nous amena, Ben, Orr et moi, à l'hôtel San Francis. Sur place, il posta 4 inspecteurs pour veiller à mon bien-être. Une arrivée aussi théâtrale dans l'hôtel éveilla quelques inquiétudes chez la direction ainsi que la curiosité des clients. N'étant pas en mesure d'éclairer les circonstances de cet hommage inattendu, je me tournai vers Orr pour une explication. « Ne sais-tu pas, dit-il d'un air parfaitement sérieux, que, selon les rumeurs qui circulent, tu serais venu à San Francisco pour faire sauter la flotte américaine qui mouille actuellement dans le port ?» « Assez de tes interventions ridicules, répondis-je. Tu ne penses quand même pas que je vais te croire ?» Il persista dans son propos. Biggie s'était vanté de protéger la flotte contre, entre guillemets, toute la bande d'Emma Goldman.
Mon ami m'avait réservé exprès une chambre au très respectable hôtel Saint-Francis. Quiconque vivait dans un tel endroit ne pourrait être soupçonné de se mêler d'histoires de bombes. Peu importe ce que pensent les gens, répliquai-je. Cet endroit est bruyant et de mauvais goût. Je ne supporterai pas de devoir essuyer le feu des critiques des gens riches et vulgaires d'ici. Le pauvre Or, déconfit, partit chercher un autre logement. Entre-temps, on ne me laissa guère en paix. Je fus assailli par des journalistes munis d'appareils photo, immortalisés contre mon gré, et questionnés sans cesse, avant tout pour savoir si j'étais réellement venu dans l'intention de faire sauter la flotte. « Pourquoi gâcher une flotte ?» répondis-je. « Ce que j'aimerais vraiment faire de la flotte de la marine tout entière, et de l'ensemble de l'armée aussi, ce serait de les larguer dans la baie. Mais comme je n'ai pas le pouvoir de le faire, je suis venu à San Francisco informer les gens de l'inutilité de l'institution militaire et du gaspillage qu'elle représente, qu'elle opère sur terre ou sur mer. » À minuit, mon ami revint, il nous avait trouvé un logement, mais malheureusement très loin de la ville. Il s'agissait du cottage de Joe Henderson, où Ben et moi aurions assez de place. Je connaissais Joe, un camarade admirable, et quelle que fût la distance à parcourir à pied, j'étais contente d'échapper à l'hôtel Saint-Francis. Chargés de nos multiples bagages, nous montâmes tous trois dans un taxi, et suivis de 4 inspecteurs dans une seconde voiture, nous parvînmes à la maison de Joe. Les policiers en civil continuèrent à nous surveiller jusqu'à leur remplacement par la police montée le lendemain matin. Ce même rythme se poursuivit durant mon séjour dans la ville. Un jour, Ben m'amena au Presidio, à la base militaire de San Francisco. Il connaissait le médecin-chef de l'hôpital avec qui il avait travaillé pendant le tremblement de terre, l'aidant à soigner les patients. Les policiers nous suivirent jusqu'à la porte de l'établissement, mais à notre immense plaisir furent empêchés d'entrer, tandis qu'Emma Goldman, l'ennemi du militarisme, était reçue par le chef médecin qui lui fit taire toutes les salles. Mes meetings ressemblèrent à de véritables champs de bataille. Le long de plusieurs pâtés de maisons, des policiers en voiture, à cheval ou à pied s'alignaient le long des rues. La salle elle-même était sous haute protection policière, et des agents entouraient la tribune. Malgré sa capacité de 5000 places, la salle s'avéra très insuffisante pour les foules qui réclamaient à grands cris d'entrée. Des heures avant l'ouverture prévue dans mes conférences, des queues se formaient déjà. Depuis ma toute première tournée, des années auparavant, je n'avais jamais vu une masse de gens aussi empressés et enthousiastes, excepté lors de la manifestation d'Union Square en 1893. Tout cela grâce à l'incroyable farce mise en scène par les autorités et aux frais des contribuables de San Francisco. Le meeting le plus intéressant se déroula un dimanche après-midi à l'occasion de ma présentation sur le patriotisme. Le public, qui se bousculait pour entrer, fut si nombreux qu'il fallut fermer très tôt les portes afin d'éviter les scènes de panique. Il y régnait un climat d'indignation à l'égard de la police qui s'exhibait avec arrogance devant l'Assemblée. Ma propre patience avait atteint ses limites en raison de nombreux tracas causés par les autorités, et je me rendis à la réunion décidé à exprimer sans embâge mon mécontentement. Scrutant les visages dans l'assistance survoltée, je sentis immédiatement que la moindre incitation de ma part suffirait à déclencher une violente réaction. Malgré son esprit borné, Biggie comprit lui aussi que la situation dégénérait. Il vint me supplier d'essayer de calmer la foule. Je promis, mais à condition qu'il réduise le nombre de ces hommes postés dans la salle. Il y consentit et donna l'ordre à ses agents de quitter les lieux. Ils sortirent au pas, comme des écoliers penauds, sous les huées et les railleries de la foule. Étant donné les boniments patriotiques dont les journaux de San Francisco débordaient depuis des jours, le thème que j'avais choisi pour le meeting tombait à point. La présence d'un auditoire aussi important attestait de la justesse de mon choix. Les gens étaient sans aucun doute avides d'entendre une version différente du mythe nationaliste. « Vous tous, hommes et femmes, commençai-je, qu'est-ce que le patriotisme ? Est-ce l'amour du lieu de naissance ? Du lieu des souvenirs et des espoirs, des rêves et des aspirations de l'enfance ? Est-ce le lieu où, dans notre naïveté enfantine, nous regardions les nuages défiler en nous demandant pourquoi nous ne pouvions pas avancer aussi vite qu'eux ? Le lieu où nous comptions autrefois les milliers d'étoiles scintillantes, épouvantés à l'idée que chacune fût un œil capable de percer les profondeurs de nos petites âmes ? Est-ce le lieu où nous écoutions le chant des oiseaux et rêvions d'avoir des ailes pour nous envoler comme eux vers de lointaines contrées ? Le lieu où nous asseyions au pied de nos mères, captivés par les récits des grands exploits et conquêtes ? En résumé, est-ce l'amour de l'endroit où chaque centimètre représente les souvenirs chers et précieux d'une enfance heureuse, joyeuse et expiègle ?
Si c'était cela le patriotisme, alors il serait difficile de susciter de nos jours ce sentiment chez les hommes américains, car les terrains de jeu ont été transformés en fabriques, en usines ou en mines, tandis que le bruit assourdissant des machines a remplacé le chant des oiseaux. Il nous serait également difficile d'écouter des récits de grands exploits, car nos mères ne nous racontent aujourd'hui que des histoires de tristesse, de larmes et de chagrin. Alors qu'est-ce que le patriotisme ? Le patriotisme, monsieur, est l'ultime recours des vauriens, a déclaré le docteur Johnson. Léon Tolstoï, le plus grand antipatriote de notre temps, a défini le patriotisme comme le principe qui justifie l'instruction d'individus qui commettront des massacres de masse. Un commerce qui exige un outillage conçu davantage pour tuer des hommes que pour fabriquer des produits de première nécessité tels que chaussures, vêtements ou logements. Un commerce qui garantit de meilleurs profits et une gloire plus éclatante que celle dont jouit l'homme honnête travailleur. Je fus interrompu par une frénésie d'applaudissements, preuve que les 5000 personnes présentes partageaient mes idées. Je repris en analysant les origines, la nature et la signification du patriotisme et de son énorme coût pour chaque pays. À la fin d'une heure de discours, prononcé dans un silence tendu, une tempête se déchaîna autour de moi, et je me retrouvai entouré d'hommes et de femmes qui rivalisaient pour me serrer la main. Grisé par l'excitation, j'ignorais ce que l'on me disait. Tout à coup, je réalisai qu'une grande silhouette portant l'uniforme de soldat me tendit la main. Je la pris sans réfléchir. Quand le public s'en aperçut, le tumulte fut général. Les gens lancèrent leurs chapeaux en l'air, tapèrent du pied et hurlèrent d'une joie incontrôlée à la vue d'Emma Goldman serrant la main d'un soldat. Toute la scène s'était passée si vite que je n'eus pas le temps de demander à l'homme son nom. Il dit simplement « Merci, madame Goldman », avant de s'esquiver aussi discrètement qu'il était venu. Ce dénouement spectaculaire conclut une situation hautement spectaculaire. Le lendemain matin, je lus dans les journaux qu'après avoir quitté un meeting d'Emma Goldman, un soldat avait été suivi par des policiers en civil jusqu'au Presidio et que ces derniers l'avaient dénoncé aux autorités militaires. La presse précisa plus tard que le soldat s'appelait William Buwalda, qu'il avait été mis aux arrêts et qu'il passerait en cour martiale pour avoir participé au meeting d'Emma Goldman et lui avoir serré la main. En apparence, c'était grotesque. Néanmoins, nous nous mîmes aussitôt à organiser un comité pour sa défense et à lever des fonds pour ce combat. Ben et moi partîmes ensuite pour Los Angeles. Dans cette ville, les événements les plus intéressants, hormis des réunions importantes et très animées, furent la visite que je rendis à George A. Pettibone et un débat avec un socialiste, M. Claude Riddle. J'avais déjà eu des discussions avec de nombreux socialistes, mais cette fois-là, mon adversaire fit preuve d'une impartialité sans précédent. Son parti considéra son attitude comme un délit et suspendit immédiatement son adhésion. Le fait qu'au même moment, un soldat des États-Unis d'Amérique et un socialiste soient mis au banc pour avoir osé s'afficher avec Emma Goldman constituait une coïncidence aussi intéressante que significative. George A. Pettibone avait été, avec Charles H. Moyer et William D. Haywood, victime d'une conspiration visant à écraser le Western Miners Federation, Fédération des mineurs de l'Ouest, note de l'auteur. Pendant des années, les propriétaires des mines du Colorado avaient, avec acharnement, combattu cette organisation ouvrière sans succès. Quand ils s'aperçurent qu'il était impossible de briser l'âme du syndicat ou d'intimider et d'acheter ses dirigeants, ils cherchèrent d'autres moyens pour le détruire. En février 1906, les 3 syndicalistes furent accusés d'avoir tué l'ex-gouverneur Steuenberg et ensuite arrêtés à Denver. L'autocratie, de l'argent et du pouvoir était si totale que les prisonniers, sans le moindre semblant de légalité, furent expédiés à la ville de Boise, dans l'idéo, note de l'édition. Les dispositions pour le train et pour l'ordre d'extradition avaient été prises avant même leur arrestation. Les seules preuves contre les prévenus syndicalistes avaient été fournies par Harry Orchard, un espion à la solde de Pinkerton. Pendant une année, leur vie avait été en jeu. L'ensemble de la presse avait incité les autorités de l'Idaho à les envoyer à la potence. Le président Roosevelt avait donné le la pour cette chasse à l'homme en qualifiant Moyer, Haywood et Pettibone de citoyens indésirables. Cette campagne concertée que les organes syndicaux et radicaux avaient aussitôt lancée au niveau national réussit à mettre en échec les propriétaires des mines. Les anarchistes avaient largement contribué à cette agitation, en consacrant leurs forces et leurs moyens à sauver les accusés.
J'avais moi-même donné des conférences sur cette affaire dans tout le pays, tandis que Mother Earth, en anglais dans le texte, avait proclamé leur innocence et incité les ouvriers à déclencher, le cas échéant, une grève générale pour soustraire leurs camarades à la corde. Le jour de leur acquittement, le groupe de Mother Earth avait télégraphié à Roosevelt « Citoyen indésirable victorieux, réjouissons-nous ». Nous exprimions ainsi notre mépris pour cet homme qui, tout président des États-Unis qu'il était, avait rejoint la meute. Je n'avais eu l'occasion de rencontrer les 3 hommes ni avant ni après leur procès. À Los Angeles, j'appris que Pettibone y vivait dans un isolement absolu, sa santé détruite par son séjour carcéral. Dès qu'il eut vent de mon arrivée, il a envoyé un ami me dire qu'il souhaitait faire ma connaissance depuis des années. Alors que la mort se lisait sur son visage, ses yeux brillaient toujours d'enthousiasme pour la cause ouvrière. Il me parla d'une foule de choses, notamment de l'assassinat judiciaire de Chicago en 1887, qui s'était révélé, tout comme pour moi, un facteur clé dans l'éveil de son esprit rebelle. Il s'étendit sur les événements qui avaient été conçus pour produire un deuxième 11 novembre, mais qui s'étaient transformés au contraire en un jour mémorable pour les forces ouvrières. Il relata de nombreux incidents sur ses relations conflictuelles avec les Pinkerton et expliqua comment il s'était joué de leur lâcheté et de leur stupidité. Il évoqua la tentative des autorités de le convaincre de se retourner contre ses camarades. « Imaginez, dit-il, ils ont invoqué mes intérêts en tant qu'homme d'affaires et les occasions que j'aurais de retrouver ma liberté et de réussir. Comment ces créatures dénuées d'âme et d'esprit pouvaient-elles savoir que j'aurais préféré souffrir 1000 morts plutôt que de toucher à un seul cheveu des autres garçons ?» À Portland, dans l'Oregon, nous apprîmes une nouvelle divertissante. Au dernier moment, la location des 2 salles pour mes conférences, l'Arion, appartenant à une association allemande, et la YMCA, Young Men's Christian Association, note de la traduction, avaient été annulées. Heureusement, il existait dans cette ville de nombreuses personnes pour qui le droit à la liberté de parole ne se limitait pas à la théorie. En tout premier lieu, figurait l'ex-sénateur, Charles Erskine Scott Wood, un éminent avocat, écrivain et peintre qui exerçait une influence considérable sur la vie culturelle de la ville. Homme de belle allure et de nature affable, c'était un libertaire dans le vrai sens du terme. Ayant joué un rôle clé dans l'obtention des 2 salles, il fut profondément bouleversé par le désistement de dernière minute des propriétaires. Il espérait me consoler en m'assurant que l'Arion Society s'exposait à des poursuites, car celle-ci avait signé le contrat de location de la salle. Quand je lui expliquai que je n'avais jamais invoqué la loi à l'encontre de qui que ce soit, tandis que la loi avait souvent été invoquée contre moi, M. Wood s'exclama. « Alors comme ça, vous êtes une dangereuse anarchiste. Maintenant que je vous ai percé à jour, je vais devoir mettre d'autres personnes dans la confidence. Il me faut leur proposer de rencontrer la vraie Emma Goldman. » Quelques jours après, il me présenta non seulement à diverses personnes, mais il incita à M. Chapman, l'un des rédacteurs de l'Oregonian, en anglais dans le texte, à écrire sur mes conférences, et le révérend Dr. Elliott, un pasteur unitarien, à m'ouvrir les portes de son église. Il persuada un nombre considérable d'hommes et de femmes très en vue dans la ville de se déclarer publiquement en faveur de mon droit à la parole. Par la suite, tout se déroula pour le mieux. On empta une salle et un public nombreux et varié assista au meeting. M. Wood présida ma première conférence et prononça un discours introductif brillant. Avec un tel soutien, même en étant moins échauffé, j'aurais capté sans problème l'intention de mon auditoire. J'étais effectivement au comble de l'émotion car j'avais appris par les journaux du matin le traitement réservé à William Buwalda. Il était passé en cour martiale, avait été renvoyé de l'armée, déshonoré et condamné à 5 ans d'emprisonnement, dans la prison militaire d'Alcatraz. Note de l'édition, en réalité il fut condamné à 3 ans. Lui, qui, de l'aveu de ses officiers supérieurs, avait été un soldat exemplaire, ayant servi l'armée américaine pendant 15 ans. Telle était la punition infligée à un homme dont le crime, comme l'avait déclaré le général Founson, avait consisté à assister au meeting d'Emma Goldman en uniforme, applaudir son discours et serrer la main de cette dangereuse anarchiste. L'anarchisme fut le thème de mes conférences. Avais-je besoin de meilleurs arguments que l'outrage affligé par l'État à William Buwalda,
l'État et sa machine militaire dont on ne pouvait espérer ni réparation ni évasion? Mon discours enflammé embrasa tous les présents, même ceux venus par simple curiosité. À la fin de mon exposé, je lançai un appel pour une campagne urgente en vue de soulever l'opinion contre la condamnation de Buwalda. L'Assemblée répondit généreusement par des dons d'argent et des promesses d'action en faveur de sa rapide libération. M. Wood fut élu trésorier et une somme considérable réunie sur place. Meeting après meeting, l'audience ne cessa d'augmenter. Les différentes couches sociales représentées, avocats, magistrats, médecins, gens de lettres, femmes de la bonne société et jeunes ouvrières, se déplacèrent pour découvrir la vérité sur les idées qu'on leur avait appris à craindre et à haïr. Après des meetings couronnés de succès à Seattle et à Spokane, nous nous dirigeâmes vers Butte, dans le Montana. J'eus l'occasion, pendant le voyage, d'observer les fermiers de l'Ouest et les Indiens des réserves. Les fermiers du Montana différaient très peu de leurs frères de la Nouvelle-Angleterre. Je les trouvais aussi inhospitaliers et grippe-sous que ceux démarchés par Sacha et moi en 1891 pour leur proposer des portraits au pastel. Le Montana figure parmi les plus beaux États de l'Amérique, et ses terres sont autrement plus riches et fertiles que le sol sec et dur de la Nouvelle-Angleterre. Cependant, ces fermiers étaient inamicaux, cupides et méfiants vis-à-vis de l'étranger. Les réserves indiennes me dévoilèrent les entre guillemets, bienfaits de la domination par l'homme blanc. Les vrais indigènes de l'Amérique, une race simple et vigoureuse possédant son art et sa conception de la vie et qui autrefois régnait en maître d'un bout à l'autre du pays, avaient dépéri pour ne devenir que l'ombre d'elle-même. Alors, note de moi-même, le mot race est dans le texte, je n'ai fait que lire ce qu'il y avait écrit. Voilà. Ils étaient atteints de maladies vénériennes, et leurs poumons étaient rongés par la entre guillemets, peste blanche. En contrepartie de leur vigueur perdue, ils avaient reçu la Bible en cadeau. Nous avions trouvé très réconfortant l'esprit bienveillant et obligeant des Indiens, comparé à l'attitude revêche de leurs voisins blancs. Ma tournée la plus mouvementée que j'ai connue jusque-là arriva à son terme, et je pris le chemin du retour vers New York. Ben resta à Chicago pour rendre visite à sa mère et devait me rejoindre à l'automne. Ce fut un déchirement douloureux de nous séparer après ces 4 mois d'intimité. Il ne s'était passé que quelques mois depuis l'entrée si inopinée dans ma vie de cet étrange être. Mais je le ressentais déjà par tous les pores et me languissais de sa présence. Pendant tous ces mois, j'avais essayé de saisir ce qui m'attirait chez Ben. Il m'absorbait. Mais pas au point d'ignorer les différences qui existaient entre nous. Et j'avais su dès le premier jour que sur le plan intellectuel, nous avions très peu en commun, et que nos conceptions de la vie, nos habitudes et nos goûts étaient très dissemblables. Nonobstant son diplôme de médecine et son travail avec les exclus, Ben m'avait semblé intellectuellement primaire et socialement naïf. Il éprouvait une profonde sympathie pour les laissés pour compte de la société, les comprenait et était leur généreux ami. Mais il était dépourvu de réelle conscience sociale ou de compréhension du grand combat humain. À l'instar de nombreux Américains progressistes, il ne voulait s'attaquer qu'aux mots superficiels, sans avoir la moindre idée de leur cause profonde. Cette caractéristique aurait dû suffire pour nous tenir à distance l'un de l'autre, sans parler des différences plus graves. Par son amour de la publicité et du spectacle, Ben était typiquement américain. Les traits justement que je détestais le plus étaient inhérents à l'homme que j'aimais dorénavant d'une passion irrépressible. Nous avions eu notre premier désaccord sérieux à propos d'un photographe de presse que Ben m'avait, entre guillemets, collé sur le dos à mon insu. C'était pendant notre voyage entre Chicago et Salt Lake City. L'homme se trouvait dans le train et Ben n'eut de cesse de l'avertir de la présence d'Emma Goldman parmi les passagers. À l'arrêt suivant, alors que je marchais le long du quai, je me trouvais subitement face à un appareil photo prêt à m'immortaliser. Les méthodes américaines envahissantes m'avaient souvent agacé et je fuyais invariablement. Mais cette fois-là, il n'y avait nulle part où aller. Instinctivement, je me cachais le visage derrière un journal. Ben prétendit que ce n'était qu'un caprice. Il ne pouvait saisir ma profonde répulsion pour cette habitude qu'avaient les journalistes de s'imposer. Il ne pouvait comprendre qu'une personne exposée de longue date au regard public répugne encore à la vulgarité d'être donnée en spectacle. Au cours de mes voyages, j'avais toujours réussi, quand j'étais en route, en français dans le texte, d'une ville à l'autre, à passer inaperçu. Pour cette tournée, en revanche, nos compagnons de voyage,
le personnel du train et même les chefs de gare apprirent la bonne nouvelle qu'Emma Goldman se trouvait à bord. Notre wagon devient un aimant qui attira tous les marchands de curiosités rôdant dans les parages. Ce qui était une manne pour Ben s'avérait un supplice pour moi. De plus, Ben avait cette manière typiquement américaine de plastronner, qu'il affichait avec un plaisir particulier à nos meetings et chez les camarades. L'antipathie provoquée par son attitude m'affligeait énormément, et j'appréhendais en permanence ce qu'il risquait de faire la fois suivante. En effet, mon amant avait de nombreux traits qui me portaient sur les nerfs, heurtaient mes goûts et parfois même me rendaient méfiante à son égard. Cependant, tout cela ne pesait pas lourd dans la balance, comparé à la magie qui me liait à lui et remplissait mon âme d'une chaleur et d'une couleur nouvelle. Je ne trouvais que deux explications à cette énigme. La première tenait à la personnalité enfantine de Ben, naturelle, à l'état brut et absolument sans artifice. Ses mots et gestes, quels qu'ils fussent, venaient spontanément, dictés par sa nature extrêmement émotive. Ce trait de caractère était rare et rafraîchissant, bien que pas toujours agréable par ses conséquences. La seconde raison était ma faim insatiable d'une personne capable à la fois d'aimer la femme en moi et de partager mes activités. Jamais je n'avais eu quelqu'un à même de réunir les deux. Sacha n'avait fait partie de ma vie que durant une brève période, et il brûlait de s'exprimer, bien que Hans et Ed m'aimaient profondément. Ils n'avaient désiré en moi que la femme. Tous les autres avaient été attirés exclusivement par le personnage public. Félia, lui, appartenait au passé. Il s'était marié, avait eu un enfant et avait disparu de mon univers. Mon amitié avec Max, aussi douce que toujours, reposait plus sur l'entente que sur la sensualité. Ben était arrivé au moment où j'avais le plus besoin. Les 4 mois passés ensemble avaient montré qu'en lui étaient réunies toutes les émotions auxquelles j'avais si longtemps aspiré. Il avait déjà considérablement enrichi ma vie. M'assistant au cours de mes activités, il avait témoigné de son intérêt et de son mérite, grâce à sa totale implication et à son énergie à revendre. Ben avait réalisé des prodiges en termes d'affluence à nos meetings et de vente de nos publications. Compagnon de voyage, il avait fait de ma tournée une nouvelle et délicieuse expérience. Avec une tendresse et une attention touchantes, il me soulageait énormément et en m'épargnant les différents détails et tracasseries inhérents au déplacement. Ce qu'il avait déchaîné en tant qu'aimant balayait toutes les différences entre nous, comme autant de fétus de paille emportés par l'orage. Plus rien ne m'importait hormis la prise de conscience que Ben constituait une partie essentielle de mon être. Je voulais qu'il partage ma vie et mes activités, quel qu'en fût le prix. Et je savais en juger par l'opposition croissante à son encontre dans nos rangs, que ce ne serait pas à vil prix. Certains camarades devinaient le potentiel de Ben et sa valeur pour le mouvement. D'autres lui étaient au contraire hostiles. Il était évident que dans de telles circonstances, Ben ne se sentait pas à l'aise. Il était incapable de comprendre pourquoi des gens qui militaient pour la liberté s'élèveraient contre quelqu'un qui se comportait avec naturel. Mes amis new-yorkais le rendaient tout particulièrement nerveux. Comment réagirait-il envers lui et notre amour? Et Sacha, qu'allait-il en dire? Mon récit de l'acte de Sacha, son emprisonnement et ses souffrances avaient profondément touché Ben. « Je vois que Berkman est ta plus grande obsession, m'avait-il dit un jour. Personne n'aurait jamais la moindre chance à côté de lui. » Pas une obsession, mais un fait, lui avais-je répondu. Sacha appartient à ma vie depuis si longtemps que c'est comme si nous avions grandi ensemble, pareils à des frères siamois. Mais tu ne dois craindre aucune rivalité de sa part. Sacha même avec sa tête, pas avec son cœur. Il n'en était pas convaincu, et je voyais qu'il était inquiet. Moi-même j'étais soucieuse en raison de la différence entre leurs personnalités. J'espérais cependant que Sacha, qui avait touché les abîmes de la vie, comprendrait bien mieux que les autres. Quant à Max, quelle que soit sa réaction envers Ben, je savais qu'il était trop prévenant pour jeter une ombre sur mon amour. L'effort pour assurer le financement de Mother Earth m'épuisait de plus en plus. Le soutien de nos camarades et de mes amis américains, aussi considérable fût-il, s'avérait insuffisant. Mes tournées étaient devenues la principale source de revenus pour la revue, la publication de nos brochures et les dépenses associées. Exceptionnellement,
La dernière conférence nous avait laissé une marge bénéficiaire confortable. Mais dès le mois d'août, nous nous retrouvâmes une nouvelle fois démunis. Ma prochaine tournée n'allait pas commencer avant le mois d'octobre. Heureusement, nous reçûmes de l'aide par un biais tout à fait inattendu. Grace Potter, mon amie, et l'une des collaboratrices de Mother Earth, travaillait à l'époque au New York World, en anglais dans le texte. Elle persuadait son directeur d'accepter un article de ma plume sur What I Believe, ce que je crois. Note des traductrices. Grace m'annonça que je recevrais $250 et pourrais m'exprimer en toute liberté. J'acceptai la proposition, contente de l'occasion d'atteindre un large public et en même temps de gagner un peu d'argent. Après la parution de mon article, publié exactement comme je l'avais écrit, on m'autorisa à le faire paraître sous forme de brochure. What I Believe fut pendant des années un ouvrage à succès. Nous pûmes ainsi payer l'imprimeur pour le numéro de la revue en cours et même financer le voyage de Ben à New York. Je l'attendis comme une collégienne amoureuse pour la première fois. Aussi passionné que toujours, il arriva prêt à s'atteler avec enthousiasme au travail de notre revue. S'il était lui-même, quand nous nous retrouvions seuls, en présence de mes amis, il se transformait. Il devenait nerveux, bafouillé et était lent d'esprit. Ou il posait des questions idiotes qui éveillaient la méfiance des autres. J'en étais malade de déception. Je savais que seule la peur panique rendait Ben si maladroit, et je pensais qu'il se sentirait plus à l'aise à la ferme. Là-bas, la vie était plus simple et lui permettrait de se retrouver. Sacha, qui était sur place avec Becky et d'autres amis, serait attentif et lui viendrait en aide. Mais mes espoirs s'avérèrent vains. Non pas que Sacha ou les autres se fussent montrés désagréables avec Ben, mais l'ambiance était tendue et personne ne semblait trouver quoi dire. Dans cette situation, Ben réagissait comme un enfant à qui on demande de se conduire de son mieux. Il commença à faire l'intéressant et à fanfaronner, se vantant de ses exploits en disant des balivernes, ce qui aggrava la situation. J'avais honte de lui, j'en voulais amèrement à mes amis et j'étais en colère contre moi-même de l'avoir introduit parmi eux. Mon plus grand chagrin concerna Sacha. Il ne dit rien à Ben, mais proféra devant moi un tas de remarques blessantes. Il ridiculisa l'idée que je puisse aimer un tel homme. D'après lui, ce n'était qu'un engouement passager. Il insista. Ben manquait de sensibilité sociale, était exempt d'esprit rebelle et n'avait pas sa place dans notre mouvement. De plus, il était trop ignorant pour avoir fréquenté l'université, sans parler d'avoir obtenu un diplôme. Sacha allait écrire à l'établissement pour se renseigner. Que ces paroles proviennent de Sacha m'ébranlèrent totalement. « Tu es un fanatique, m'écriai-je. Tu juges de la qualité d'une personne comme le font les chrétiens s'agissant de l'Église, d'après ton critère de ce qu'elle vaut pour la cause. Tu as eu cette attitude envers moi depuis ta libération. Les années de lutte et de difficultés que j'ai endurées pour me développer ne signifiaient rien pour toi, parce que tu es prisonnier de ton credo. Malgré tous tes discours sur le mouvement, tu repousses la main tendue d'un homme qui vient connaître tes idéaux. Toi et les autres intellectuels, vous êtes intarissables sur la nature humaine, mais dès que quelqu'un d'original apparaît, tu n'y sais même pas de le comprendre. Cependant, rien de tout cela ne peut changer mes sentiments pour Ben. Je l'aime et je me battrai pour lui jusqu'à la mort. » Je quittai la ferme en compagnie de Ben. La scène avec Sacha et les mots durs que je lui avais lancés au visage me rendaient malade. Des doutes me taraudaient. Je devais admettre que Sacha avait raison sur bien des choses qu'il avait dites à propos de Ben. J'étais mieux placé que quiconque pour voir ses défauts, et je connaissais l'étendue de ses faiblesses. Mais je ne pouvais m'empêcher de l'aimer. J'avais prévu de passer à l'hiver à New York. Les trains, les lieux inconnus et la proximité des autres avaient fini par m'épuiser. Dans l'appartement, j'étais chez moi, même s'il était modeste et surpeuplé. De plus, Mother Earth nécessitait ma présence. J'étais certaine que si je passais l'hiver à donner des conférences, j'arriverais à attirer des auditoires importants, à la fois anglophones et de langue yiddish. J'en avais discuté avec Ben, et il avait décidé de déménager à New York pour s'impliquer totalement dans mes actions. Cependant, Ben ne ressentait plus que de la haine pour la ville et pour le 210 East 13th Street. Selon lui, il n'arriverait à rien faire de bon dans cet endroit. En revanche, sur la route avec moi, il pourrait s'investir dans nos activités, grandir, acquérir de la maturité et devenir une force. Moi aussi, je souhaitais échapper à la discorde et à la censure des gens qui m'étaient les plus proches. Je tenais à donner une meilleure chance à Ben,
à l'aider à prendre conscience de lui-même, à faire ressortir ses plus belles qualités. L'année précédente, j'avais reçu une invitation d'Australie. J.W. Fleming, notre camarade le plus actif sur place, avait d'ailleurs réuni suffisamment d'argent pour payer mon billet. À cette époque, je n'avais pu me résoudre à partir si loin et à effectuer toute seule ce long périple. Avec Ben à mes côtés, le voyage deviendrait une partie de plaisir et m'offrirait, à l'abri des conflits, le repos dont j'avais bien besoin. Ben ne tenait plus en place, il ne parlait que de cette idée d'Australie et était impatient de se mettre tout de suite en route. Or, il fallait prendre de multiples dispositions avant d'envisager 2 ans d'absence en tournée. Nous décidâmes de partir en octobre pour la Californie et de donner des conférences en chemin. Avant le mois de février, nous aurions ainsi couvert l'itinéraire prévu et collecté suffisamment d'argent pour assurer pendant un temps les affaires à New York. Nous pourrions alors prendre la mer pour cette terre nouvelle où nous attendaient des amitiés à gagner, des esprits et des cœurs vierges à réveiller. Il ne me restait plus qu'un souci, Mother Earth. Sacha consentirait-il encore à assumer la charge ? Après mon retour de la dernière tournée, je l'avais trouvé mieux adapté à la vie, beaucoup plus sûr de lui et davantage impliqué dans notre revue qu'auparavant. Pendant mon absence, il avait ainsi développé de nombreuses activités qui lui étaient propres. Il avait organisé l'Anarchist Federation avec des groupes de tous les pays. De tout le pays, se faisant beaucoup d'admirateurs et d'amis. Quand je présentai mon projet australien à Sacha, il se montra surpris de la soudaineté de ma décision, mais m'assura que je pouvais me tranquilliser pour ce qui concernait nos activités à New York. Il veillerait sur tout et, aidé de Max et d'Hippolyte, assurerait le bon fonctionnement de la revue et du local. Que Sacha ne semble pas regretter le moins du monde mon absence pendant une si longue période m'attristait. Mais j'étais trop occupé par ce nouveau projet pour me laisser atteindre par son manque d'intérêt. Nous expédiâmes par bateau 680 kilos de publications à Victoria, en Australie. Comme nous y avions pris régulièrement contact avec nos amis sur la route de la Californie, il ne fallut que quelques semaines pour achever les préparatifs. Ben était avide de découvrir un nouveau territoire. « Le monde entier saura ce que ma maman est capable de faire », déclara-t-il. Le jour de la fête du travail, un meeting de chômeurs devait se tenir à Cooper Union. Non seulement Ben aida à l'organiser, mais on lui demanda aussi d'y prendre la parole. Voulant qu'il fasse bonne impression, je l'incitai à préparer des notes. Il s'y mit avec assiduité, mais ses efforts furent vains. Il m'expliqua que ce qu'il pourrait dire importait peu. Il voulait que le public entende Emma Goldman, mais comme je n'avais pas été invité, je devais mettre par écrit ce que j'aurais voulu exposer devant une telle assemblée. C'était une suggestion invraisemblable, comme la plupart des idées de Ben, mais plutôt que de les laisser discourir, je préparai une courte intervention sur la signification de la fête du travail. Cooper Union était bondé. La brigade anti-anarchiste, entre guillemets, était présente en force, ainsi que Sacha, Becky, Hippolyte et moi-même. Le meeting se déroula sans accroc. Bien qu'il lût son texte, Ben sut tenir son public mieux que je ne l'avais espéré. En conclusion, il annonça que l'auteur de ce qu'il venait de lire était cette femme vilipendée, l'anarchiste Emma Goldman. Si l'assistance applaudit à tout rompre, en revanche, le comité responsable de la réunion s'alarma. Le président se confondit en excuses pour cet événement fâcheux, entre guillemets, et se lança dans une violente attaque contre Ben. Ce dernier, ayant déjà quitté la tribune, ne put répondre. Sacha se leva pour protester, avant que la foule ait pu entendre ses arguments. La police l'expulsa de la salle et procéda à son arrestation. Becky, qui avait suivi Sacha, fut elle aussi arrêtée et les 2 autres furent expédiés au poste. Un grand gaillard de brigadier les reçut avec cette remarque. « On aurait dû vous amener ici sur une civière !» Quand Hippolyte se présenta au commissariat pour avoir des nouvelles de nos amis, il ne put obtenir la moindre information. « Nous l'avons enfin, Berkman, ce fils d'anarchiste !» entend-il. « Cette fois-ci, nous allons lui régler son compte. » Le service de police de la ville de New York avait maintes fois tenté de mettre le grappin sur Sacha. Un an auparavant, il avait presque réussi à l'impliquer dans l'explosion de la bombe à Union Square. De ce fait, j'étais inquiète et me mis immédiatement en contact avec l'avocat socialiste, Meyer London, et avec d'autres amis, afin qu'ils nous aident à tirer Sacha de là. London et Hippolyte patientèrent au commissariat pendant des heures pour voir Sacha et Becky avant leur transfert au tribunal de nuit. Ils apprirent finalement que l'affaire ne serait entendue que le lendemain matin,
À peine était-il parti que les 2 prisonniers furent dépêchés devant le tribunal, jugés et reconnus coupables sans pouvoir dire un mot pour leur défense. Sacha fut condamné à une peine de 5 jours de prison pour trouble à l'ordre public et Becky à une amende de 10 $ pour entre guillemets vagabondage. En effet, pour éviter de m'impliquer, Becky avait refusé de révéler son domicile. En fait, elle vivait avec nous depuis plus de 2 ans. Elle avait été renvoyée de son lycée après son arrestation à l'un de nos meetings. Je lui avais proposé de venir habiter chez nous parce que sa famille se logeait à l'étroit dans des conditions déplorables. Notre cher ami Bolton Hall s'occupa de payer son amende. Le lendemain, les journaux regorgèrent d'histoires scabreuses concernant une émeute entre guillemets qui ne fut évitée que grâce à l'intervention rapide de la police. Et, comme d'habitude, les journalistes me harcelèrent pendant des jours entiers. Je ne me souciais pas de ce désagrément, trop heureuse à l'idée que Sacha n'ait été condamné qu'à une peine légère. Qu'étaient 5 jours pour un homme qui avait fait 14 ans? Je me rendis à Blackwell's Island pour le voir. Me revinrent en mémoire les souvenirs de mon propre séjour sur l'île et de mes 2 visites au pénitencier de l'Ouest. Combien la situation était différente à l'époque, et combien sombre et désespérée la perspective de voir Sacha en sortir vivant. Nous plaisantâmes ensemble au sujet de ces 5 jours. « Je peux les passer debout sur un seul orteil !» plaisanta-t-il. Je le quittai avec la même certitude qu'autrefois. Quels que soient nos désaccords, notre amitié était par essence éternelle. Je ressentais toujours de la peine à cause de mon attitude envers Ben, mais je ne savais que rien ne pourrait nous séparer. Tout était prêt pour mon départ. Ben devait me précéder pour m'occuper des préparatifs. Quelques jours avant la date prévue, il m'envoyait une lettre d'une 30aine de pages, un récit sans queue ni tête de différentes choses qu'il avait faites depuis notre première rencontre. Il avait lu La puissance du mensonge, en français dans le texte, de l'écrivain norvégien Boger. Livre qui l'avait profondément ébranlé, écrivait-il. Il se sentait obligé de m'avouer ses mensonges et les méchancetés qu'il avait commises au cours de notre tournée. Cela le travaillait, il ne pouvait garder le silence plus longtemps. Il avait menti en m'assurant que ce n'était pas lui qui avait dévoilé le projet de mon intervention lors de la soirée à Chicago au mois de mars. Il n'en avait pas parlé à la police, mais à un journaliste qui avait promis de garder l'information pour lui. Il avait menti en invoquant d'importantes questions, entre guillemets, qui l'auraient empêché de venir ce soir-là pour m'expliquer la présence des policiers. Dès qu'il avait quitté le meeting, il s'était rendu directement chez une fille qui l'intéressait. Il avait menti en m'affirmant qu'il avait de quoi payer son voyage avec moi. Il avait emprunté la somme nécessaire qu'il avait ensuite remboursée au fur et à mesure sur les ventes de nos publications. Il avait également prélevé de l'argent sur les recettes pour l'envoyer à sa mère. Il l'adorait et s'était toujours occupé d'elle, mais n'avait osé me dire, de peur que je le repousse, qu'elle dépendait de lui. À chaque fois que je m'étais étonné devant d'apparents trous dans notre comptabilité, il m'avait menti. Toutes les excuses qu'il avait trouvées pour ses fréquentes disparitions après mes meetings ou pour ses absences durant la journée étaient fausses. Il avait rejoint d'autres femmes, des femmes qu'il avait rencontrées à ses conférences ou ailleurs. Dans la presque totalité des villes, il avait eu des aventures avec des femmes. Il ne les aimait pas, mais elles l'attiraient physiquement jusqu'à en être obsédé. Il avait toujours eu ce type d'obsession et les aurait probablement à tout jamais. Ces femmes ne représentaient rien pour lui de plus qu'un moment de distraction. Ensuite, il les oubliait, et souvent, il ne connaissait même pas leur nom. Oui, il avait eu des aventures avec d'autres femmes durant ces 4 mois, mais il n'aimait que moi. Il m'avait aimé dès le premier instant, et chaque jour avait vu croître sa passion. J'étais la force qui dominait sa vie, et mes activités étaient sa principale préoccupation. Si seulement je ne le congédiais pas, si je lui pardonnais ses mensonges et sa trahison, si seulement je lui accordais de nouveau ma confiance, il me le prouverait. Mais même dans le cas où je le rejetterais après avoir lu sa lettre, il aurait le soulagement de m'avoir tout confessé. Il avait pris conscience de la grande puissance destructrice et écrasante du mensonge. J'eus l'impression de m'enfoncer dans des sables mouvants. Livré au désespoir, je me cramponnais à la table devant moi en essayant de crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. Je restais assise, hébétée, face à la terrible lettre qui venait ramper sur moi, mot après mot, et m'entraîner dans sa fange. L'arrivée de Sacha me ramena brusquement à la réalité. De tous, il fallut qu'à ce moment précis ce soit Sacha.
Il prendrait cette lettre comme justification de tout ce qu'il avait dit sur Ben. Un accès de fou rire me saisit. Emma, quel rire épouvantable! Il coupe comme un couteau, que se passe-t-il? Rien, rien, c'est juste qu'il me faut absolument sortir dans la rue, sinon je vais étouffer. Attrapant au passage mon manteau et mon chapeau, je dévalai les 5 étages et je marchai pendant des heures, tandis que la lettre explosait dans ma tête. C'était cet homme que j'avais accueilli dans mon cœur, dans ma vie, dans mon travail. Imbécile, imbécile amoureuse que j'étais, aveuglée par une passion qui m'empêchait de voir ce que tout le monde voyait. Moi, Emma Goldman, emportée comme une femme ordinaire vers la quarantaine par une folle attirance pour un jeune homme, un inconnu ramassé au hasard d'une rencontre et complètement étranger à mes moindres pensées et sentiments. Tout le contraire de l'idéal masculin que j'avais toujours chéri. Non, non, c'était impossible, cette lettre ne pouvait être vraie, elle n'était qu'une pure invention, imaginaire. Il était impensable qu'elle soit réelle. Ben était impressionnable, sensible à toutes les influences, voyant toujours son propre reflet dans les livres qu'il lisait. Il adorait dramatiser sa vie et lui-même. Le roman de Baugère décrivait de manière saisissante la tragédie du paysan qui, sans réfléchir, voire sans cause, profère un mensonge et est forcé de mentir pour le restant de ses jours, afin d'étayer son premier mensonge. Ben avait dû s'identifier à ce personnage, c'était tout, c'était forcément tout. Je marchais pendant des heures, passant tout cela en revue. J'étais déchiré, entre mon intense désir de croire en lui et le sentiment de m'être donné à un homme dépourvu d'intégrité, quelqu'un en qui je ne pouvais plus jamais avoir confiance. Je vécus dans l'angoisse des jours durant, tourmenté par de vaines et irritantes tentatives d'expliquer et d'excuser les actes de Ben. Maintes et maintes fois, je me répétais « Ben vient d'un monde où les mensonges régissent toutes les relations humaines. Il ne sait pas que tant dans leur amour que dans leurs occupations, les esprits libres partagent avec franchise et honnêteté tout ce qu'apporte la vie. Qu'entre gens possédant des idéaux, personne n'est contraint de tromper, de voler ou de mentir. Il appartient à un autre monde. De quel droit puis-je le condamner, moi qui prétends enseigner de nouvelles manières de vivre? Mais alors, ces obsessions, toutes ces aventures avec les femmes? Mon cœur criait sa réprobation. Des profondeurs de mon âme jaillissaient. Des femmes qu'il n'aime pas, qu'il ne respecte même pas, ça aussi tu peux le justifier? Non, jamais! Si, contredisait mon cerveau. Comment puis-je m'y opposer si c'est sa nature, son besoin dominant? J'ai prôné la liberté sexuelle, j'ai eu moi-même beaucoup d'hommes, mais je les aimais. Je n'ai jamais pu aller indifféremment avec un homme. De me savoir une parmi d'autres dans la vie de Ben sera douloureux, déchirant, appris à payer pour mon amour. Mais rien qui vaille la peine n'est gagné si ce n'est à un coût élevé. J'ai chèrement payé le droit d'être moi-même, le droit à mon idéal social, à l'ensemble de ce que j'ai accompli. Mon amour pour Ben est-il si fragile que je ne puisse payer le prix de sa liberté d'action? La question resta sans réponse. Je m'efforçais sans succès de concilier les éléments contradictoires qui se livraient bataille dans ma tête. Engourdi et à peine consciente de ce qui m'entourait, je sautai du lit. Il faisait encore nuit. Comme une somnambule, je m'habillai, trouvai à tâtons le chemin de la chambre de Sacha et le tirai de son sommeil. « Il faut que j'aille voir Ben, lui annonçai-je. Tu veux bien m'accompagner jusque chez lui ?» Sacha, interloqué, alluma la lumière et me scruta d'un air inquisiteur. Mais il ne posa aucune question, ne prononça pas un mot. Il s'habilla en hâte et se mit en route avec moi. Nous marchâmes en silence. La tête me tournait. Je n'étais pas solide sur mes jambes. Sacha me prit par le bras. J'avais dans son sac la clé de la maison où Ben logeait. J'ouvris la porte, puis me tournai un instant vers Sacha. Sans un mot, je refermai la porte. Je montai en courant les 2 étages et fis irruption dans la chambre de Ben. Il se leva d'un bond en criant « Maman, tu es venue, enfin! Tu m'as pardonné, tu m'as compris !» Nous nous étreignîmes et tout le reste s'effaça.